Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire All Set For. Je suis Emmanuel Clément, directeur du développement et associé chez All Set For. Comme vous le savez, All Set For organise des webinaires de manière bimensuelle et on essaye de les faire sur les thèmes de l'actualité. Donc récemment, on a organisé des webinaires sur les entretiens professionnels, sur le FNE. Aujourd'hui, on pensait que c'était un peu judicieux de revenir sur ce deuxième confinement et de voir un peu les leçons qu'on a apprises du premier confinement et comment on pouvait les appliquer aujourd'hui. Donc, pour ce faire, j'ai invité forcément Florian, qui est notre expert en formation chez All7For. Bonjour Florian. Bonjour tout le monde, bonjour Emmanuel, bonjour Juliette. Et voilà, et également surtout ce qui est important aujourd'hui, on a décidé d'intégrer dans notre webinaire un de nos clients, Foodle, et plus particulièrement Juliette Lecric, qui est responsable RH chez Foodle, pour nous expliquer un peu comment ça se passe chez eux. Bonjour Juliette. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Très bien, on est tous bien confinés. Avant de passer la parole à Juliette, rapidement un petit mot sur le Set4 pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le Set4 est une société qui a été créée en 2011 dans le but d'aider les entreprises dans la gestion de leur plan de formation. Donc, on aide vraiment les entreprises autour de 3 axes. Sur la partie sourcing, donc trouver des organismes de formation en fonction des besoins. Sur la partie gestion administrative, donc histoire de vous aider à vous un peu décharger de toute cette charge administrative qui est assez chronophage et très lourde de votre côté, ben, on l'a fait à votre place, allant du recueil de besoins jusqu'à la facturation. Et le troisième point, c'est la digitalisation de l'achat des formations. Donc, on vous fournit également dans notre service une plateforme qui va vous permettre de centraliser toutes les informations liées à l'achat de la formation, que ce soit d'un point de vue document, mais également d'un point de vue statistique, où vous retrouvez toutes les statistiques liées à l'achat de vos formations. Voilà, assez parlé. Florian, je te laisse la parole peut-être pour faire une petite Ouais. introduction. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Florian Boer, donc je suis expert RH formation chez All7For depuis désormais un peu plus de 2 ans et demi. Donc j'accompagne les entreprises dans le déploiement des formations professionnelles, mais depuis peu aussi, depuis 2020, dans le déploiement des entretiens professionnels. Parce qu'on a créé une solution voilà, pour digitaliser aussi ces entretiens. Et également sur toute l'actualité, donc RH formation, notamment sur le dispositif FNE pendant le premier confinement. Donc, on a par exemple donné des conseils à des clients, on les a accompagnés là-dessus pour monter des dossiers. Et également, Juliette, on a échangé là-dessus, mais bon, toi, je sais que tu étais déjà préparé sur le dispositif FNE, tu avais déjà fait tes demandes. Donc voilà, on était vraiment on est sur tous les tableaux, on essaie d'aider nos clients sur n'importe quel sujet et essayer d'avoir vraiment un rôle d'expert. Donc voilà, globalement. Donc je te laisse, Juliette, peut-être t'introduire rapidement et aussi nous présenter rapidement aussi Foodle. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Bien sûr. Foodles, nous, aujourd'hui, c'est une entreprise qui propose une solution de restauration aux entreprises. On livre tous les matins des plats sains et variés qu'on met à disposition des collaborateurs via un système de frigo connecté qui sont accessibles en libre service. Et du coup, moi, j'ai rejoint cette entreprise il y a 1 an pour reprendre en main toute la gestion des ressources humaines. À cette époque-là, donc en octobre 2019, la formation était assez embryonnaire chez Foodles, mais il y avait une vraie volonté de la développer justement. C'est dans ce cadre-là qu'on a été en contact avec All7For et qu'on a démarré le partenariat juste au moment du premier confinement de mémoire, mars-avril. D'accord. Bon, bah super, merci pour ces détails. Donc maintenant, on va passer rapidement, on va vous décrire un petit peu le déroulé du webinaire. Donc, on va évidemment parler de la gestion des équipes en plein confinement. Voilà, comment gérer ces équipes. Je pense que tout le monde, voilà, on a déjà entendu parler de pas mal de choses, mais on va donner des petits tips aussi et avoir l'expérience de Juliette là-dessus. Ensuite, on va évoquer un petit peu la stratégie formation qui a été bouleversée pour tout le monde, je pense. Donc, on va voir comment adapter sa stratégie de formation. Et ensuite, nous évoquerons donc les différents moyens de financement de formation, notamment publics, possibles aujourd'hui. Et pour finir, on va évoquer, on va dire, toutes les ressources gratuites. Donc, on sait qu'il y a une importante, il y a plein de ressources gratuites aujourd'hui sur le marché, mais voilà, pour s'y retrouver, c'est un peu compliqué. Donc, on va évoquer quelques ressources gratuites. Voilà. Mais avant ça, Emmanuel, je te laisse peut-être lancer le petit quiz. C'est la tradition un peu, lors de nos webinaires, on lance un petit quiz à chaque fois pour tout le monde. Donc, c'est des questions très simples, vous allez voir. C'est juste pour comprendre un petit peu votre organisation. Voilà, donc je pense que tout le monde a le sondage qui s'apparaît. Je ne sais pas si Juliette, si Je l'ai. tu l'as.
Donc, ce Ok, quiz est complètement anonyme, hein, ne vous en faites pas. C'est juste pour nous d'avoir quelques éléments, en fait, de savoir comment vous avez abordé ce confinement et ce que cela a engendré chez vous. N'hésitez pas. voilà. On laisse quelques secondes, hein, c'est pas. Voilà, n'hésitez pas, ça prend 2-3 petites secondes. Ça vous permet aussi Ouais. de mettre un peu de data là-dedans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à la suite de ce webinaire, on fera un replay et également un transcript et on mettra les résultats du sondage dans le transcript. Si on arrive à les récupérer par Zoom, des fois on a des petits problèmes. La technologie nous échappe de temps en temps. Allez, je vous laisse encore 10 petites secondes. Mm. Voilà, je crois que la grande partie des personnes ont déjà répondu. On va peut-être arrêter, Florian. Ouais. Tu vas passer à Voilà, la suite. partage les résultats, vous devez avoir les résultats. Donc effectivement, si on regarde les résultats, on voit que le télétravail a été vraiment amplifié dans les entreprises majoritairement. Une personne qui a répondu pas du tout. Le report des formations a été fait majoritairement également. Mm. D'accord. Certains ont adapté le format pédagogique. Et vous avez certains ont recours au FNE, au CPF qu'on construit, donc c'est bien. Certains n'ont pas eu de recours à aucun financement, d'accord. Et, euh, certains ont mis des catalogues internes en marche. Super. Bon, bah, je vois que tout le monde est un peu concerné, donc certaines personnes ne l'ont pas fait, donc vont peut-être apprendre des choses aujourd'hui, et d'autres, ça va peut-être les conforter dans ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc là, on va partir d'un constat global, hein. C'est que tout simplement, à la suite de cette crise, les entreprises ont dû faire face à trois enjeux. D'abord, je pense pour tout le monde, ça a été l'enjeu technique, hein. Moi, je me rappelle, j'ai échangé aussi avec des clients et parfois, ils me disaient qu'ils n'avaient pas forcément les outils, le matériel adapté, donc il fallait reporter des démos ou autres. Donc, je pense qu'on a tous été confrontés à ce genre de problème, surtout dans les grandes entreprises. Donc, il a fallu effectivement mettre à disposition des ordinateurs personnels, puis s'assurer de la fiabilité des réseaux et la compatibilité des applications avec le travail à distance. Le deuxième enjeu était surtout aussi politique. Je pense que, voilà, en tant que RH, vous avez dû prendre des décisions et surtout à décider des modalités de continuation ou non, de l'activité partielle ou pas. Donc, ce n'était pas si simple. Et évidemment, le dernier, c'était sur l'état d'esprit des collaborateurs, donc avec ce climat assez anxiogène, donc lié à la pandémie. Des tensions sont nées, un peu un manque de motivation aussi, je pense, travailler à distance. Donc voilà, selon le retour des différentes entreprises avec qui on a échangé, c'est fréquemment lié aussi à un manque d'information, de compréhension des décisions prises, à un sentiment d'injustice aussi, s'il y a trop d'activités ou pas assez, voilà, et des discordes existantes et non résolues avant, par exemple, l'entrée au confinement, ce qui a un peu bouleversé tout ça après le confinement. Donc, on a voulu faire ressortir des données intéressantes qu'on a vues d'une étude Ipsos faite après le premier confinement, donc sur la population française, hein. Donc, pour la majorité des salariés, le travail sur site au bureau ne pourra jamais remplacer le télétravail. Donc, ça explique peut-être pourquoi aussi il y a eu un laisser-aller sur le respect du deuxième confinement pour le télétravail. Et par ailleurs aussi, on voit donc sur les différents modèles de travail envisageables, si les salariés avaient le choix, on voit bien qu'à 45% travailleraient plutôt la moitié du temps au bureau et l'autre moitié du temps depuis leur domicile. Donc, tandis que 38% travailleraient tout le temps sur site avec leurs collègues et rarement en télétravail, et seulement 17% feraient le choix du tout télétravail. Voilà, c'est des données qui nous paraissent un peu pertinentes, donc on a essayé de ressortir ces chiffres. Évidemment, l'étude ressort plein d'autres chiffres. Si vous voulez, on vous transmettra la source, hein, plus tard, mais elle sera en annexe dans tous les cas. Donc la question que tout le monde s'est posée, c'est surtout en tant que RH, donc c'était comment gérer cette crise à distance. Est-ce que Emmanuel, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, nous donner des tips sur cette gestion des équipes à distance, s'il te plaît? Donc, partant du postulat que 62% des employés souhaitent faire du télétravail, soit à 100%, soit partiellement, donc vient effectivement la problématique de comment gérer ces équipes à distance. Donc, on s'est penché là-dessus, nous, il y a eu beaucoup de papiers qui ont été faits là-dessus. Moi, personnellement, ça fait 20 ans que je gère des équipes à distance, que je travaille peut-être
50% de mon temps en télétravail. Et donc, cette réflexion, on l'a eue tous ensemble. Donc, on a tiré 5 points. Le premier, effectivement, c'est donner les moyens de travailler dans les meilleures conditions à distance, que ce soit d'un point de vue purement logistique et donc avoir une bonne pièce chez soi pour pouvoir travailler, mais également un ordinateur, mais également avoir des outils de communication interne. On a développé du coup, après le premier confinement, parce que beaucoup de nos collaborateurs avaient l'habitude d'aller au bureau pour travailler, beaucoup d'outils en interne de type Google Hangout, Slack et autres, pour pouvoir amplifier en fait le travail à distance. Le deuxième point, c'est vraiment garder le contact. C'est quelque chose de clé chez nous qu'on a vraiment encouragé avec tout le monde. C'est-à-dire que dès le premier confinement, dès le 16 mars, le 17 mars au matin, on était tous en petit déjeuner pendant 10 minutes ou jusqu'à une demi-heure tous les jours, et cela pendant 3 mois, afin de garder un contact. Et ce contact, on a voulu aussi le garder au niveau du business. Donc, chaque mois avec mes équipes, par exemple, chaque jour à 17h, j'avais un contact avec eux sur le business pour vraiment rester en contact avec eux. Le troisième point, c'est vraiment faire confiance et responsabiliser. On ne peut pas contrôler ses équipes à distance comme on les contrôle en présentiel, ça c'est clair. On ne peut pas être sur leur dos pour savoir ce qu'ils font. D'ailleurs, nous, ce n'est pas du tout notre philosophie chez nous. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur faire confiance et de les responsabiliser dans leur travail. Et du coup, nous amène directement au quatrième point qui est de mettre en place des KPI, donc des indices, des indicateurs pour s'assurer effectivement que les employés en fait, fassent le travail qu'on leur demande forcément, mais aussi qu'on soit clair sur les objectifs. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place chez nous depuis longtemps, des feuilles de route qui nous permettent de faire confiance aux collaborateurs, les responsabiliser et vraiment de les évaluer sur ces feuilles de route. Et le dernier point, c'est avoir de la perspective sur quand est-ce qu'on va se revoir tous ensemble. Ça, c'est important. Chez nous, les employés sont très demandeurs. On est fans, on a un baby-foot chez nous, donc c'est un élément fédérateur et tout le monde veut savoir quand est-ce qu'on va rejouer au baby-foot. Donc, il est important de leur donner de la perspective et savoir quand est-ce qu'on va revenir. Et donc, on essaye vraiment de créer, faire des points en présentiel est vraiment des choses très importantes, même quand on gère ses équipes à distance. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Pardon. Donc, c'est vraiment les 5 clés aujourd'hui qu'on a un peu résumé parmi toutes les études qu'on a faites et qu'on a lues à droite à gauche qui nous permettent de mieux gérer les équipes à distance. Exact. Ok, merci Manuel. Juliette, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, sur ta gestion de tes équipes? Te sens-tu, par exemple, plus préparé que le premier confinement? Oui, alors c'est vrai que le premier confinement, ça avait été très, très soudain, personne s'y attendait et très strict. Dans un premier temps, on avait dû se poser la question de la poursuite de l'activité ou non par rapport à ce qui était préconisé par le gouvernement. Et ensuite, on avait décidé que oui, pour soutenir les entreprises qui continuaient d'être ouvertes, qui n'avaient pas le choix pour que leurs salariés puissent se restaurer. Le dispositif à cette époque-là de l'activité partielle était assez méconnu, les démarches compliquées, que ce soit juste au niveau technique sur le site de l'activité partielle ou sur des décrets qui changeaient assez régulièrement. Et comme on a continué l'activité, on a fait en deux temps, il y avait toutes les mesures de sécurité et d'hygiène à mettre en place hyper rapidement pour qu'à la fois les collaborateurs qui devaient se rendre au travail et qui ne peuvent pas télétravailler le fassent dans de bonnes conditions. Et la mise en place du télétravail qui n'était pas quelque chose qu'on faisait auparavant chez Foodles. Donc ça a dû se mettre en place très très vite en mars. Pour le second confinement, en revanche, c'est vrai qu'on était beaucoup mieux préparés dans le sens où tout ce qui est dispositif d'activité partielle, du coup, on connaissait. Et le télétravail et les protocoles sanitaires avait perduré après la reprise, pendant le confinement du coup et ensuite. Donc, il y a eu quelques ajustements à faire, par exemple sur le port du masque qui a été rendu obligatoire entre-temps, mais peu de choses finalement. Donc, évidemment, on était beaucoup mieux préparés et on a pu réagir pas forcément plus rapidement parce qu'on avait déjà dû être rapide la première fois, mais en tout cas de façon d'être un peu plus sereine. D'accord, ok, je comprends. Ok, merci à toi. Ok. Ensuite, alors on va parler de la stratégie formation. Donc effectivement, je pense que l'année 2020 a bouleversé donc, tous les secteurs, on est d'accord. Mais on a assisté quand même aux changements les plus conséquents et plus rapides dans le milieu de la formation professionnelle
depuis plus de 20 ans, je pense, même si bon, je suis pas là depuis plus de 20 ans, mais je suppose qu'il y a eu des gros changements aujourd'hui. Et je pense que vous êtes d'accord pour confirmer ça. Voilà, donc les stratégies de formation des entreprises ont été mises à l'épreuve de la distance, tout simplement, hein. Donc la question que tout le monde s'était posée, c'était comment continuer à former ses équipes dans un contexte de crise sanitaire. Donc, on remarque aussi un point, c'est qu'après le confinement, les changements sont déjà là. Donc, selon une autre qui me paraissait intéressante, on a 73% des entreprises qui vont amplifier le recours aux formations internes, donc avec un enjeu de savoir former à distance. Et 43% des entreprises vont initier des partenariats avec de nouveaux organismes de formation. Donc, évidemment, les organismes de formation ont dû s'adapter aussi à mettre en place des modules à distance. Donc parfois, voilà, il fallait sourcer le marché pour aller trouver des nouveaux organismes. Donc effectivement, c'est pour ça que ce chiffre est assez élevé. Donc cela a entraîné effectivement des difficultés, des défis à relever pour pour tous les RH, hein, on est d'accord. La charge de travail était quand même plus conséquente pour vous, parce que voilà, tout change très vite. Et il y avait des enjeux forts de priorisation aussi. Je suppose que voilà, pour tout le monde aussi, c'était pareil. Il y a eu des coûts budgétaires lorsque l'activité économique de l'entreprise a été impactée. Et puis, il y a eu un changement de culture à adopter lorsque le digital n'était pas présent dans la formation. Donc, Emmanuel, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur la stratégie maintenant prédominante actuellement de la formation? Ouais, donc on a essayé d'avoir un peu de recul par rapport à ça. Et nous, on a la chance de parler avec beaucoup d'organismes de formation. Et c'est vrai qu'au soir du 16 mars, pour eux, ça a été un peu un traumatisme parce qu'il a fallu qu'ils se réinventent rapidement. Et c'est ce qu'ils ont fait, beaucoup d'entre eux. Vraiment, avant, on était dans un mode présentiel et e-learning. On opposait un peu ces deux modes de formation où un e-learning était un peu du 15% de la masse totale des formations qui étaient dispensées en général et le présentiel représentait l'autre grosse partie. Donc chacun avec ses avantages et inconvénients, hein. Donc les avantages du présentiel, c'est forcément être dans une salle avec d'autres personnes, particulièrement en format inter où vous pouvez échanger avec vos alter ego et ça, ça fait partie de l'apprentissage informel et qui est très important dans ce type de formation. La capacité d'échanger en physique avec le formateur, la capacité de se couper de son monde qui est RH en plus souvent, qui est qui est très occupé et d'être dans une salle de formation et ne penser qu'à la formation, etc. Donc ça, c'est les gros avantages. Les désavantages du présentiel sont forcément le côté je dois aller à un lieu de formation, je dois me dégager du temps dans mon planning, ce qui est forcément difficile pour tout le monde. En opposition, on a l'e-learning qui est hyper flexible parce qu'on peut le faire de n'importe où. Donc, ça peut être du mobile learning ou des parcours learning sur des plateformes LMS. Mais par contre, qui est moins engageant la plupart du temps. Donc, effectivement, vous avez des modules e-learning qui peuvent être relativement assez pauvres et d'autres qui sont très enrichis, mais vous restez quand même tout seul derrière votre ordinateur. Donc, c'est forcément un peu moins impactant, moins engageant. Donc, on avait vraiment ces deux styles qui s'opposent et par cette accélération liée au Covid qui nous a fait gagner 2 ans dans la digitalisation de la formation, les organismes de formation sont mis de plus en plus à faire du blended, c'est-à-dire faire un peu d'e-learning, faire un peu de présentiel à distance. Au début, avant le 11 mai, et après, ils pouvaient le faire dans leur salle de formation. Et ils ont commencé à modifier leur parcours pédagogique pour insérer les deux. Donc aujourd'hui, nos partenaires, souvent, utilisent beaucoup des modules e-learning avant les formations pour former et préparer les apprenants au cours. Après, ils font des petites sessions de présentiel, mais à distance, donc de distanciel, souvent sur des technologies type Zoom, pour leur permettre effectivement de faire les formations. D'ailleurs, ils ont dû apprendre aussi à utiliser ces outils, hein, ce qui ne sont pas forcément simples, comment faire des petits ateliers au sein d'un groupe de formation. Donc tout ça, ils ont réussi par ces technologies à utiliser. Et à la suite des formations, ils sont aussi un peu, je dirais, réinventés en faisant plus de suivi au niveau des apprenants et également en mettant à disposition toujours ces modules e-learning qui leur permettent de continuer la formation sur plus longtemps. Donc vraiment la stratégie aujourd'hui qu'on voit de plus en plus de nos clients et des organismes de formation, c'est vraiment aller vers le mode blended, donc inclure du e-learning et du présentiel ou distanciel dans les parcours de formation. D'ailleurs, toi, Juliette, comment tu as suggéré un petit peu ton plan de formation? Est-ce que tu as mis en place des formations learning ou blended ou alors tu as reporté peut-être des formations? C'est vrai que nous, ça a été plutôt l'inverse. Le confinement nous a permis d'accélérer en fait la formation chez Foodles. Il y avait
pas vraiment fin 2019 un plan de formation ou de développement des compétences construit. Le contexte, c'est que c'était voilà, une entreprise qui a grandi assez vite, donc la moyenne d'ancienneté des collaborateurs était de 10 mois. Un tiers des effectifs est jeune, donc sortait de formation continue, avec moins de 25 ans. Donc on avait identifié quelques formations, mais il n'y avait pas, pour quand même développer des compétences, mais il n'y avait pas un vrai plan de formation. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que grâce au confinement, en fait, et à la baisse d'activité, du temps a été dégagé pour les équipes, et ça nous a permis d'envisager des formations qui n'étaient pas forcément prévues, mais qu'on a pu faire parce que justement les équipes étaient plus disponibles. Donc, par exemple, une formation managériale qui avait été prévue pour plus tard dans l'année s'est faite plus rapidement, et d'autres qui n'étaient pas du tout prévues ont pu se faire. Notamment aussi parce que, comme vous le disiez, les organismes de formation se sont quand même rapidement adaptés et ont pu proposer leur contenu à distance. Donc, on a eu recours à ça pendant le premier confinement, et on va continuer de le faire. Enfin, voilà, là, c'est prévu qu'on le fasse encore sur décembre, novembre-décembre. Je pense aussi notamment à une formation HACCP qui, à l'époque, n'avait pas pu se faire pendant le confinement parce que ce n'était pas possible en visio, va pouvoir se faire cette fois-ci parce que les organismes se sont adaptés et que cette formation donc, sur les règles d'hygiène alimentaire maintenant est disponible en visio. C'est vrai. Donc ça a été plutôt une opportunité pour nous, le confinement, en termes de formation chez Foodles. Et à noter d'ailleurs que les gouvernements ont mis des financements pour les organismes de formation pour se digitaliser, pour accélérer tout ça, comme D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de financement, donc dans ce contexte, je pense que tout le monde a entendu parler, mais voilà, les financements publics de la formation ont été mis sur le devant, avec notamment donc, le FNE Formation et le compte personnel de formation. Donc, pour rappel, il y a eu 500 millions d'euros, puis 1 milliard d'euros pour le FNE Formation, donc pour les entreprises en activité partielle, et de multiples évolutions de l'application CPF pour favoriser la formation, donc soit à l'initiative des salariés, soit dans le cadre d'une co-construction avec son employeur. Donc, en ce qui concerne le CPF autonome, donc avec mon compte formation lancé en 2019, qui a rendu beaucoup plus simple les démarches, on sait très bien, mais d'ailleurs qui a rendu aussi possible aux arnaques. C'est pour ça qu'il y a un travail de communication à faire en interne. Je pense que tous les salariés ne sont pas encore au courant qu'il y ait une plateforme où on peut aller voir choisir sa formation. Donc voilà, ça c'est pour le CPF autonome, mais également depuis peu, on a le CPF co-construit avec le nouvel espace EDEF, qui en fait correspond à un projet commun entre le salarié et son entreprise, réalisé donc en tout ou partie sur le temps de travail et se base sur un double investissement. Donc en fait, l'entreprise prend en charge les salaires liés aux heures de formation réalisées sur le temps de travail, et en plus de cela, il peut abonder, si les fonds sont insuffisants du CPF du salarié, il peut abonder financièrement la formation. Donc, à savoir d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est depuis le 3 septembre 2020 que les entreprises peuvent désormais accéder à l'espace des employeurs et financeurs, donc l'espace EDEF. On avait fait un webinaire à ce sujet, il me semble, Emmanuel, c'est en début de rentrée, et afin d'abonder le CPE de leurs salariés. Donc voilà. À savoir également que sur cet espace, il y a 4 typologies de dotation, mais celle qui vous intéresse, du coup, c'est pour la formation, et donc c'est la dotation volontaire. C'est pour participer au financement d'un projet de formation ou augmenter le budget de formation des salariés pour les inciter à se former. Voilà. Donc évidemment, il y a d'autres possibilités de financement. Et d'ailleurs, Emmanuel, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur le FNE et ses nouveautés? Ouais. Dans le cadre du CPF co-construit, on accompagne aussi les entreprises pour les aider justement à financer les formations CPF de leurs employés. Exact. Pour le FNE, effectivement, donc le FNE, une grande partie de vous ont eu déjà accès à ce qu'on a vu dans le sondage le début. Le FNE est un outil de financement qui existe depuis longtemps, mais qui a été généralisé au soir du 16 mars ou un peu après, en fait, en avril. En gros, c'est un financement qui est disponible pour toute entreprise qui est en activité partielle ou en activité partielle de longue durée. Donc là, le 11 novembre, je crois, il y a eu une question-réponse sur le FNE qui a été modifié avec quelques modifications. Par exemple, aujourd'hui, on peut dépenser jusqu'à 6 000 euros par an et par salarié dans le cadre du FNE. Donc, vous pouvez choisir de faire une formation de 6 000 euros pour un salarié ou alors faire 4-5 formations qui rentrent dans le budget des 6 000 euros.
Les dossiers ont été également simplifiés. Avant, il faut les 4-5 documents. Aujourd'hui, il n'en faut plus que 3. Donc, de mémoire, il faut le document d'activité partielle, la liste des personnes qui sont en activité partielle et également, il vous faut le devis, le programme en fait, de la formation. Mixité des publics, c'était possible avant le 31 octobre. Malheureusement, ce n'est plus possible aujourd'hui. Donc là, c'était une belle opportunité pour les entreprises pour intégrer des personnes qui étaient en activité dans une formation qui intégrait des personnes qui étaient en activité partielle. Aujourd'hui, malheureusement, c'est simplement que les personnes qui sont en activité partielle. Voilà, donc c'est pour quel type de formation? C'est toutes les formations qui sont, voilà, qui sont aujourd'hui soit à distance, soit en présentiel. Les deux sont possibles en fonction effectivement de l'ouverture des organismes de formation. Elles peuvent être réalisées sur le temps de travail, c'est-à-dire que si votre employé est en activité partielle et qu'il doit finir et qu'il sort d'activité partielle, il peut quand même continuer sa formation mais doit finir la formation pendant le temps de travail. Ça concerne également les VAE et les bilans de compétences, mais ça ne concerne pas les formations obligatoires, les formations d'alternance. Le coût de prise en charge était de 100% avant le 31 octobre. Maintenant, il est de 70% dans le cadre de l'activité partielle et 80% dans le cadre de l'activité partielle longue durée. Cependant, on vous conseille de vous rapprocher de vos OPCO parce que les OPCO vont sûrement abonder une partie pour vous aider justement à financer le reste des formations. Voilà. Juliette, est-ce que toi, tu as eu recours, donc, comme tu l'as dit, peut-être à des aides de financement FNE, mais voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile, difficile à mettre en place? On y a eu recours effectivement parce que ça a été encore une fois une opportunité parce qu'on n'avait pas de budget dédié sur 2020 pour la formation. Donc on y a eu recours à la fois pour des formations qui étaient prévues, type la formation managériale dont je parlais avant, mais aussi pour des formations qui n'étaient pas prévues et pour lesquelles on n'a pas eu besoin du coup de dédier un budget. Ce qui nous a permis, nous, à l'époque, de former quand même 16 salariés, ce qui représentait un quart de l'effectif, donc c'est quand même assez conséquent. Ça n'a pas été très facile de le mettre en place parce que le dispositif, à l'époque, avait changé plusieurs fois sur la rétroactivité du financement, sur le budget, à l'époque, était de 1 500 €, d'abord par stagiaire, puis par salarié, etc. Et comme le disait Emmanuel aussi, beaucoup d'administratifs à gérer. Moi, je me rappelle, en plus des documents dont vous parliez, il y avait aussi des attestations des salariés à récupérer. Donc, ça avait été assez costaud. Et surtout, on avait peu de temps pour faire ça parce qu'on ne savait pas à l'époque combien de temps le confinement allait durer et à partir de quel moment. Enfin, on ne pouvait pas prévoir des formations pour dans 3 mois, quoi. Donc, ça a demandé pas mal de réactivité. Moi, on a eu la chance d'être bien accompagnés par notre OPCO. Pour vous donner un exemple, donc pour notre équipe commerciale, on a proposé une formation pendant ce premier confinement. Moi, j'ai été en contact avec l'organisme de formation le 22 avril pour une formation qui démarrait le 27, donc tout de suite derrière. Et l'OPCO a pu nous donner un accord tacite sur la prise en charge au titre du FNE le 27. Donc en 5 jours, on avait quand même l'accord. Après, l'accord définitif est arrivé 2 semaines plus tard, mais voilà, on a pu être réactifs, l'OPCO a suivi aussi. Et une fois qu'on l'a fait pour une formation, c'est évidemment plus facile à dupliquer ensuite. Bien sûr. Donc, ça a pu être fait et on a pu profiter de ce dispositif pour former un quart des effectifs. Ouais, donc super. Encore... Mais ça a été assez rapide. Je pense que tu faisais partie peut-être des premières aussi à faire les demandes. Je sais qu'après, on a eu pas mal de difficultés avec des clients aussi. Et ton OPCO, c'était... Nous, on est avec l'ACTO, le réseau l'ACTO, FAFI. ouais. Après, ça dépend effectivement aussi des OPCO. Mais même à l'époque, il y avait différents sons de cloche entre les différents OPCO. Pour avoir échangé avec des collègues à l'époque, il y avait pas mal de confusion, mais donc des petites prises de risque à faire dans le sens où nous, on avait acté quand même la formation, même si on n'avait pas encore l'accord ni tacite ni définitif, mais c'était pas non plus faire de la formation pour faire de la formation. Donc même si on n'avait pas eu la prise en charge, on l'aurait faite. Évidemment, ça n'aurait pas eu le même impact et on aurait pu faire moins à côté, mais ça a pu se faire. On a eu des petites surprises comme ça avec des clients, notamment. Je ne sais pas si Corinne nous écoute, mais effectivement, où on avait un accord tacite et puis derrière, finalement, ça ne prenait pas en charge. Mais bon, effectivement, merci Juliette pour ces précisions. Tout à fait.
Donc, et on va vous parler des ressources gratuites un peu pour se former. Donc, pendant le premier confinement, on avait fait un article dessus pour un peu énumérer toutes les ressources qui étaient un peu disponibles à droite à gauche. Donc, comme vous l'avez vu, pendant le confinement, beaucoup ont utilisé des outils webconférence, que ce soit de manière privée pour faire leur petit, je dirais, apéritif. On l'a tous fait, je pense, sur des conférences Zoom. Mais ces outils aussi étaient utilisés de manière professionnelle pour faire des conférences, soit des meetings internes, soit des formations. Donc, il y a eu pas mal d'outils de webconférence qui ont été mis à disposition de manière gratuite. Beaucoup aussi de contenu et de plateformes e-learning. Par exemple, on peut parler de LinkedIn. LinkedIn a vraiment une base de contenu assez intéressante de micro-learning, de petits contenus vidéo, mais aussi tout un programme pédagogique qui est en place. Open Classroom également a ouvert quelques cours gratuitement pendant ce confinement. Après, on retrouve des outils un peu classiques, type les MOOC ou les outils de langue qui sont à disposition. Il y a des périodes gratuites ou relativement pas assez chères. Donc, les MOOC qui sont les Massive Open Courses, comme vous devez le savoir, qui vous permettent d'aller gratuitement dans une formation qui, la plupart du temps, sont également un peu certifiantes ou qui vous amènent à pouvoir passer un diplôme. Le site du gouvernement également a encouragé les organismes de formation à partager des contenus gratuits. Donc, si vous allez sur notre article de Globe, vous verrez on a mis le lien et dessus, il y a des organismes de formation qui ont mis à disposition certains contenus gratuits. Donc, ce qu'on s'est aperçu, en fait, avec cet ensemble de contenus gratuits ou même payants, mais très peu chers, les organismes de formation ont commencé les clients ou les entreprises ont commencé à créer des académies de formation interne afin de former tout au long de la vie professionnelle de l'employé, soit sur des contraintes métiers liées à l'entreprise, soit sur des soft skills, etc. Donc, on voit de plus en plus d'académies de formation interne qui ont été créées. Le sondage qu'on a passé tout à l'heure montre bien que vous, en tant qu'entreprise, vous avez aussi également mis en place ce type d'académie. D'ailleurs, ouais. Juliette, est-ce que tu peux nous dire si tu as mis en place des ressources gratuites pour former tes salariés? Oui, c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer aussi. Pour l'instant, on a trouvé du e-learning pour sensibiliser tous les salariés au RGPD. Donc, quelque chose qu'on a fait faire à tous les salariés en poste actuellement et qu'on fait faire à tous les nouveaux salariés quand ils arrivent. Je trouve que c'est pas toujours évident parce qu'il y a vraiment pléthore de sites et de ressources, donc c'est pas toujours évident de trouver la plus adaptée et ça demande un petit peu de temps, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. On va essayer de le faire aussi sur justement la thématique en ce moment de comment travailler à distance, que ce soit pour les managers ou pour les équipes, qui va se développer. Enfin, c'est quelque chose qui va se développer à la fois dans le cadre du télétravail et aussi parce que Foodles a la volonté et l'ambition de se développer dans toute la France. Donc, si on a des bureaux voilà, un petit peu partout, ça va revenir un petit peu comme dans le cadre du télétravail. Et ouais, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est ce dont parlait Emmanuel un peu avant, le blended learning, c'est-à-dire de combiner à la fois du e-learning et du présentiel quand ça sera possible ou plus possible. Parce qu'il y a quand même des choses qui ne peuvent pas forcément toujours se faire à distance et parce que ça permet aussi de côtoyer les gens, d'avoir des interactions, etc., qui ne sont pas forcément... Enfin voilà, c'est quand même pas la même chose. C'est pareil. C'est Ouais. vrai. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser dans le chat d'ailleurs. C'est peut-être des questions sur le retour d'expérience de Juliette aussi. Mais voilà. Emmanuel, on peut peut-être conclure et dire aussi qu'aujourd'hui, de toute façon, les deux compétences prioritaires sur lesquelles les entreprises vont investir, et on le voit de plus en plus, on a de plus en plus de demandes sur notre plateforme de formation, sur le management à distance et le télétravail efficace. On sait qu'après ce deuxième confinement, il y aura peut-être aussi un troisième confinement. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui va rester, c'est sûr. Donc, je ne sais pas si tu avais d'autres Moi, choses à dire, Emmanuel. Ouais. une question à Juliette. On profite d'avoir Juliette avec nous, donc on va la bombarder un peu de questions. Et vous, n'hésitez pas de mettre des questions dans le chat. C'est comment le confinement et la situation, la crise sanitaire a changé ta vision sur la formation en général et plus particulièrement chez Foodle? Euh, pour nous, encore une fois, c'est vraiment... Enfin, souvent, je trouve que ce qui est difficile avec la formation, c'est le temps. Les salariés, que ce soit pour l'entreprise ou même les salariés qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire ça, etc., ou pas le temps de se déplacer quelque part. Là, c'est vrai qu'avec l'adaptation des organismes de formation
au digital et au e-learning, c'est plus facile, je trouve, parce que c'est plus flexible. Que ce soit voilà. Après, il y a des choses qui ne changent pas. Par exemple, nous, on a nos équipes logistiques en interne. Il y a des choses type la conduite de gerbeurs pour l'entrepôt qui ne pourront jamais se faire à distance. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui ne sont pas forcément digitalisables. Mais je trouve que voilà, ce confinement, encore une fois, ça a été une vraie opportunité pour peut-être accélérer un peu la formation et son développement, je pense, qui aurait eu lieu à plus longue échéance, mais qui aurait eu lieu dans ce sens de toute façon. D'accord. Du coup, tu penses que Foodle a pris conscience que la formation était importante pour eux et qu'ils vont peut-être investir un peu plus dans la formation? Alors, c'était important pour nous. Voilà, il y a un an, c'était moins prioritaire, encore une fois, parce que le contexte faisait que, mais c'était quand même important. Ça l'est toujours. Cette année, on aura des budgets. On a évoqué avec les salariés voilà, le CPF, le fait que Foodles pouvait abonder pour des formations qui étaient intéressantes aussi pour l'entreprise. Donc, et je pense que c'est juste voilà, une accélération de ce qui se serait fait dans tous les cas. Mais ça a permis de développer la formation plus rapidement chez nous. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait différemment avec le recul au soir du 16 mars? Sur la formation, je trouve qu'on s'en est bien sorti, honnêtement. Ouais, Peut-être, ouais, avec les données qu'on avait à l'époque, je ne sais pas si on aurait pu faire différemment. Voilà, on a eu encore eu la chance d'être bien accompagné par notre OPCO, de pouvoir proposer des formations à pas mal de personnes. Évidemment, j'aurais voulu en faire plus. Mais voilà, tout n'est pas non plus faisable à distance. Donc, bien sûr. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui sont là que nous, on a accompagné aussi quelques clients dans la création de catalogues FNE qu'on a mis à disposition de leurs employés. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des opportunités de faire des formations pour vos employés au chômage partiel. On peut vous aider et vous accompagner également, en plus de votre co qui est là d'un point de vue administratif. ouais, bien sûr. Il y aurait peut-être une chose, c'était voilà, de développer les ressources en ligne gratuites à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on a moins fait, peut-être pas assez du coup. Et c'est quelque chose sur quoi on va se pencher maintenant. Super, bah, c'est bien d'avoir un retour d'expérience un peu là-dessus. Merci beaucoup Juliette. Florian, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire. Pour moi, c'était bon, c'est très clair. Merci à toi, Juliette. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup à Juliette pour son retour d'expérience. Merci à tous de vous être connectés. Puis on vous renverra le replay et un transcript de tout ça. Voilà. Merci. À très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.